Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de professeur Petit Chat. Aujourd'hui, nous allons apprendre les bases du HTML. Avant toute chose, sachez que le PowerPoint de cette vidéo est disponible en description et donc vous pouvez le suivre en même temps que cette vidéo et prendre des notes si vous le souhaitez. Comme vous le savez probablement, lorsque vous allez sur une page internet, vous téléchargez en fait son code HTML sur votre ordinateur et c'est après le rôle de votre navigateur tel que Chrome, Firefox ou Edge d'interpréter ça en un truc qui ressemble à quelque chose. Ou pas. Prenons une page HTML au hasard. Ici, j'utilise comme exemple le site w3schools.com qui est un site que vous devrez souvent consulter pour avoir de la documentation bien faite sur tous les langages web que nous étudierons. Sur cette page ou sur n'importe quelle autre, vous pouvez faire bouton droit afficher le code source de la page et vous pouvez voir le code HTML qui est à l'origine de l'affichage. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemble du code HTML. Un des principes clés est que nous allons utiliser des balises, c'est-à-dire un mot-clé entouré des caractères inférieurs et supérieurs. Il y a des éléments qui se décomposent en balises ouvrantes et en balises fermantes, à l'intérieur desquelles nous pouvons mettre du contenu. Notez bien le slash à mettre devant la clé pour la balise fermante. Ici, le contenu est du texte, mais si l'on regarde une autre balise telle que la balise body, on voit que le contenu peut aussi être d'autres balises. Il existe également des balises qui n'ont pas besoin d'être fermées. C'est le cas par exemple de la balise IMG ici présente qui sert à ajouter une image dans votre document. À l'intérieur d'une balise, on peut ajouter des attributs. Ici par exemple, pour la balise IMG, nous réglons l'attribut src pour préciser le fichier image qui doit être utilisé. Notez bien la syntaxe qui est nom de l'attribut, ici src, le caractère égal et entre guillemets ou entre apostrophes au choix, la valeur de l'attribut. Maintenant que nous avons vu à quoi ressemble un fichier HTML, on va voir comment le tester. La première chose à faire, c'est d'avoir un éditeur. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte pour éditer du code HTML, mais je vous conseillerais quand même d'utiliser un éditeur un peu plus évolué. Dans cette vidéo, j'utilise Notepad++, qui est un petit éditeur très léger que vous pouvez télécharger gratuitement. Mais depuis peu, j'ai découvert Visual Studio Code et je pense qu'il est encore mieux. Il est gratuit open source et il offre un gros paquet de fonctionnalités très pratiques et vraiment bien optimisé. Donc même si comme moi vous n'êtes pas très pro Microsoft, je vous le conseille quand même fortement. Pour tester notre code HTML sous Notepad++, vous avez juste à taper votre code et enregistrer ça dans un fichier HTML. Ici, on va l'appeler index.html. Pour tester, on clique sur Exécution, Launching Chrome ou sur n'importe quel navigateur que vous souhaitez tester. Et voilà, vous pouvez voir comment le navigateur a interprété le petit bout de code que nous venons d'écrire. Revenons au code de cet exemple. On va voir maintenant le code que l'on doit mettre systématiquement sur toutes les pages web. Tout d'abord, nous avons le point d'exclamation doctype HTML. C'est ce qui sert à dire au navigateur qu'on va coder dans la version 5 du HTML. On met ensuite la balise HTML à l'intérieur de laquelle nous avons notre balise head et notre balise body. Le body est ce qui correspond au contenu du document. Dans le head, vous mettrez ce qui n'apparaîtra pas directement dans le document. C'est là qu'on mettra les JavaScript et les feuilles de style à télécharger et de manière générale toutes les informations qui ne doivent pas apparaître à l'utilisateur quand il charge la page. Nous mettrons systématiquement la balise meta char7 égale UTF-8 qui sert à définir comment sont encodés les caractères spéciaux tels que les lettres avec des accents. Si vous ne le mettez pas, vous risquez d'avoir des lettres qui vont apparaître bizarrement. Imaginons que nous avons une vache hongroise, et comme vous le savez, les vaches hongroises ne disent pas me, mais elles disent bouh avec des accents sur les U. Si on enlève le meta char7 égale UTF-8, et qu'on lance avec Internet Explorer, vous voyez que les caractères accentués ont été remplacés par des caractères bizarres.
C'est assez important parce que vous aurez obligatoirement un jour des problèmes avec les accents et il faut savoir que ça vient d'un problème d'encodage de ce genre. Voyons maintenant la balise Title qui sert à configurer le titre de la page. C'est le titre qui apparaît dans l'onglet du navigateur et c'est également le titre qui apparaît lorsque votre page est référencée dans Google. Il est donc primordial de bien le configurer, c'est-à-dire de mettre un titre unique sur chacune des pages de votre site. Revenons maintenant au body et nous allons voir les principales balises HTML que nous allons mettre à l'intérieur. Il n'y en a pas énormément, donc je vous conseillerais de les apprendre par cœur, parce qu'on va beaucoup les utiliser. Tout d'abord, nous avons la balise div, qui sert à faire des boîtes, qui sert en gros à structurer notre document. Il faut voir ça un peu comme une zone de texte sous Word, sauf que vous allez mettre des divs à l'intérieur des divs. Je vous montre ici un exemple de structure qu'on a amené à faire pour créer une page web. Nous avons également la balise span qui sert à appliquer des modifications de police d'écriture. Voici le résultat de cette ligne de code. Contrairement à la balise div, un span ne va pas créer de saut de ligne ni avant ni après la balise. Vous pouvez remarquer ici l'utilisation de l'attribut style qui sert à régler les propriétés CSS. Il existe un très grand nombre de propriétés CSS que nous verrons dans le chapitre suivant. Par exemple, vous avez des propriétés pour régler l'image de fond, pour mettre en italique, pour centrer, pour ajouter des marges, etc. L'essentiel de la mise en page d'une page se fera en réglant les bonnes propriétés CSS à chacune de vos balises. Vous avez des balises un petit peu plus rapides à écrire, par exemple la balise B qui sert directement à mettre en gras et la balise I qui sert à mettre en italique. Nous avons vu tout à l'heure comment ajouter une image en utilisant la balise IMG. Nous avons ajouté ici l'attribut alt qui sert à décrire le contenu de l'image qui va être utilisé notamment par exemple dans Google Photos. Il faut savoir qu'il n'y a que 5 formats d'images qui sont supportés par les navigateurs. Le WebP, le PNG, le JPG, le BMP et le GIF. Le meilleur format c'est le WebP qui offre le meilleur rapport qualité-compression, mais il est incompatible avec certains navigateurs anciens, donc ça fait à peu près 5% des utilisateurs qui ne pourront pas lire les images. Donc pendant quelques années, je vous conseillerais quand même d'utiliser encore du PNG. Voyons un autre point. Si à un endroit vous voulez mettre plusieurs espaces, il faut savoir qu'un seul sera interprété. De la même manière, si vous mettez un seul ligne dans le code, il sera ignoré. C'est ce que vous pouvez voir ici. Pour mettre plusieurs espaces, vous devez utiliser un caractère spécial. Ici, ça sera le symbole et NBSP point virgule. Pour mettre un saut de ligne, vous devez utiliser la balise BR. Vous pouvez voir ici le résultat avec les multiples espaces et le saut de ligne. Il existe des caractères spéciaux pour toutes les lettres et tous les symboles. Nous venons de voir NBSP pour Non-Breakable Space. Vous devez également connaître ELT point virgule qui signifie less than pour faire le symbole inférieur. En effet, si vous mettez un signe inférieur dans le code, il sera interprété comme un début de balise. De la même manière, vous avez GT pour greater than pour faire le signe supérieur. Et il y a plein d'autres caractères spéciaux, mais on les utilise moins souvent, donc je vous laisserai chercher uniquement le jour où vous en aurez besoin. Nous avons vu comment utiliser la balise BR pour faire un seul ligne, et vous pouvez également utiliser la balise P pour faire un paragraphe. Ça vous laissera plus de possibilités pour personnaliser le style. Nous avons ensuite la balise A qui sert à faire des liens hypertextes. Pour rappel, HTML signifie Hypertext Markup Language. Donc c'est ce principe des liens hypertextes qui est à l'origine de ce langage. Vous remarquez qu'on utilise ici l'attribut href pour définir la cible du lien. Le texte du lien, lui, sera mis dans le contenu de la balise. Un petit exemple. Mettons un lien hypertexte dans un premier fichier que l'on nomme test.html. On met un lien vers le fichier index.html que l'on a créé précédemment. On teste, et voilà, lorsqu'on clique sur le lien, on arrive sur la page index.html.
Lorsque vous faites un lien hypertexte et que vous mettez juste un nom de fichier, la cible du lien doit se trouver dans le même dossier. Vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez mettre le lien dans un sous-dossier comme ceci, en mettant le nom de dossier / le fichier. Vous pouvez faire un lien vers le dossier parent en mettant point devant. Vous pouvez faire un lien vers la racine du site en mettant / devant. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle des liens absolus, qui permet de faire des liens vers d'autres sites web en mettant HTTP ou HTTPS devant, suivi de //. Enfin, sur n'importe quel lien, vous pouvez ajouter dièse suivi d'un identifiant, ce qui permettra de dire au navigateur de descendre l'ascenseur vers la balise qui portera cet identifiant. Voyons maintenant la possibilité de faire des listes. On utilise la balise OL comme ordered list pour faire des listes ordonnées, c'est-à-dire avec un numéro devant. Et on utilise la balise UL pour unordered list pour faire des listes avec des puces. Dans les deux cas, chaque item se met à l'intérieur d'une balise li. Nous avons ensuite les balises H1 à H6 qui servent à définir les titres à différents niveaux. On pourra bien évidemment changer les styles après, mais vous voyez ici les résultats pour les balises H1 à H3. Voyons maintenant comment faire un tableau. On utilise d'abord la balise table pour créer le tableau. On utilise ensuite la balise tr pour déclarer une ligne à l'intérieur du tableau. Et enfin, on utilise la balise td à l'intérieur d'un tr pour créer une cellule. Nous pouvons utiliser un th à la place d'un td pour les cellules de titre. Depuis l'apparition du HTML5, nous avons des nouvelles balises qui servent à structurer un document. Chacune de ces balises a le même comportement par défaut qu'une balise div, c'est-à-dire une zone de texte. On voit ainsi qu'une page est composée d'un header et d'un footer. Le header sert à mettre la bannière du site. D'ailleurs, il faut bien faire attention à ne pas confondre la balise header pour mettre la bannière du site et la balise head qui sert à définir les attributs de la page mais qui n'apparaissent pas dans cette dernière. De la même manière, nous avons la balise footer pour définir les pieds de page. Les menus du site doivent être mis à l'intérieur d'une balise qui s'appelle nav. Les différentes sections d'une page doivent être mises dans une balise section. Si vous avez différents articles, vous pouvez mettre les articles dans la balise articles. Et enfin, tous les petits widgets que vous voulez mettre sur le côté, comme les actualités, les liens vers les réseaux sociaux, des publicités, une barre de recherche, donc tous ces éléments doivent être mis à l'intérieur d'une balise aside. Si vous voulez mettre un commentaire qui n'apparaît pas dans la page finale pour vous retrouver dans votre code, voici la syntaxe, donc inférieur, point d'exclamation, tiré, le texte du commentaire, tiré, supérieur. Pour finir, nous allons voir quelques balises qui sont utilisées moins souvent, mais qu'il est important de savoir qu'elles existent. La balise audio qui sert à mettre du son. La balise vidéo pour mettre une vidéo. La balise canvas qui sert à dessiner un petit peu comme sous Paint en coloriant les pixels un par un. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé par WebGL pour faire du dessin 3D. Nous avons ensuite la balise SVG qui vous permet de faire du dessin en vectoriel. Donc le principe des images vectorielles, c'est au lieu de dire que tel ou tel pixel est bleu et tel pixel est vert, on va dire qu'il y a un cercle à un premier endroit, un carré à un autre endroit, une lettre avec une certaine police d'écriture à un autre endroit. Ça vous permet de pouvoir après zoomer infiniment sans que ça devienne pixelisé. Il faut savoir que le SVG est un format de fichier d'image en tant que tel et donc il peut être intégré directement dans une page web. La dernière balise à connaître, c'est la balise iframe qui vous permet de mettre une page web dans une autre page web à l'intérieur d'un cadre. De manière générale, c'est souvent pas très propre comme manière de faire et ça crée quelques petits problèmes, donc il n'est pas recommandé de l'utiliser, mais des fois ça simplifie quand même beaucoup les choses. C'est terminé pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a appris plein de choses.
Vous avez un petit questionnaire en description pour tester ce que vous avez retenu. Une fois que vous aurez vu la vidéo sur le CSS, vous aurez un sujet de TP pour mettre tout ça en pratique et avancer un peu sur le projet Fil Rouge. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser un commentaire. Si vous voulez me soutenir en faisant un don, vous avez également un lien vers ma page Utip dans la description. La prochaine vidéo portera sur les propriétés CSS. Merci beaucoup et à bientôt sur la chaîne de Professeur Petit Chat.